Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce que vous entendez là, ce sont des drones ukrainiens qui attaquent la Russie. C'est en tout cas ce qu'affirment ce matin les autorités russes. Elles assurent avoir abattu 337 drones ukrainiens, dont 91 sur la seule région de Moscou. Une attaque qui intervient au moment où Kiev s'apprête à négocier un cessez-le-feu partiel avec les États-Unis. Pour le général de corps aérien Bruno Clermont, ce n'est pas un hasard, écoutez. Vu le nombre de drones abattus, c'est qu'il y en a eu une quantité encore plus supérieure qui a été tirée. Donc c'est la plus grande attaque menée par l'Ukraine sur le territoire russe, en particulier sur Moscou. Donc le signal est clair. Le signal est nous ne négocierons pas à n'importe quel prix. Nous avons les moyens, nous aussi, de faire mal à la Russie. On veut un accord de paix juste et durable, en quelque sorte. Voilà. Le général Bruno Clermont, invité de CNews ce matin. Et c'est donc à Jeddah, en Arabie Saoudite, que Volodymyr Zelensky va rencontrer aujourd'hui Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Oui, le président ukrainien espère obtenir une trêve partielle dans les airs et en mer pour commencer, Wilfried de Villers. Oui, c'est l'une des propositions ukrainiennes, saluée d'ailleurs comme prometteuse par le chef de la diplomatie américaine. Marco Rubio évoque même une concession nécessaire et c'est bien de cela qu'il s'agit pour Kiev, faire preuve de bonne volonté avant ce rendez-vous diplomatique. Cyril Brett est géopolitologue, chercheur à l'Institut Montaigne. C'est vraiment un objectif défensif de montrer que l'Ukraine n'est pas un va-t-en-guerre et que l'Ukraine est prête, sous la conduite des États-Unis, à chercher un cessez-le-feu, puis un armistice, puis un traité de paix. De ces discussions à venir, Kiev espère négocier une reprise de l'aide militaire américaine, notamment en termes de renseignement, mais il va falloir se plier à certaines exigences des États-Unis. Cyril Brett. Par exemple, s'asseoir avec une délégation russe à la même table, se mettre d'accord sur un calendrier de discussion, accepter des missions d'interposition de la part des Européens. Ce qui va d'abord être testé par les autorités américaines, ça va être des concessions sur la forme. Autre grand sujet aujourd'hui, l'accord sur les minerais rares qui n'a toujours pas été conclu. Donald Trump veut en tirer des revenus pour rembourser l'aide américaine à l'Ukraine. Quant à la Russie, aucune rencontre n'est prévue cette semaine avec les États-Unis. Wilfried de Villers. Et pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron continue son bras de fer à distance avec Vladimir Poutine. Oui, hier soir, à l'issue de sa rencontre à l'Élysée avec Maya Sandu, la présidente moldave, le chef de l'État a dénoncé, je cite, les tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation en Moldavie. Il a promis un renforcement de la coopération entre Paris et Chisinau. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va s'exprimer devant les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN. En ouverture du Paris Defense and Strategy Forum qui réunit ces 30 grands chefs militaires. Objectif, Arthur Delaborde, renforcer le leadership européen d'Emmanuel Macron. Prévue de longue date, la deuxième édition de la conférence internationale de l'école militaire offre l'occasion à Emmanuel Macron d'enfiler son costume de chef de guerre européen. Si elle soulève des questions sur la souveraineté des participants, l'image inédite d'un président français s'adressant directement au chef d'état-major européen est destinée à marquer les esprits sur le vieux continent. Certains de ses proches en sont convaincus. Le basculement stratégique amorcé par Donald Trump offre une opportunité en or à Emmanuel Macron. Il a un boulevard pour prendre le leadership européen, explique l'un de ses fidèles, ajoutant qu'il coche toutes les cases pour représenter Bruxelles lors d'éventuelles négociations de paix. Néanmoins, le président français ne fait pas l'unanimité chez les dirigeants européens. Ses propositions d'envoyer des forces européennes pour fournir des garanties de sécurité aux Ukrainiens en cas d'accord de paix ou de créer un bouclier nucléaire français soulèvent des réticences au sein des 27 et même une vive opposition, notamment de la part de l'italienne Giorgia Meloni ou du hongrois Viktor Orban. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les propositions d'Emmanuel Macron ne font pas consensus, mais le chef de l'État persiste à se rêver en leader européen. Il faut dire, William Molinier, que l'armée française est la mieux placée pour mener une éventuelle coalition sans les États-Unis. L'armée polonaise vient tout juste de dépasser les 200 000 hommes, ce qui en fait l'armée la plus fournie d'Europe, sauf qu'elle n'a pas l'épaisseur de l'armée française, du matériel peu sophistiqué et pas d'expérience du combat moderne. Les Anglais, eux, ont été asséchés par la Deuxième Guerre en Irak. Ils en payent encore aujourd'hui les frais et leur conception de souveraineté nucléaire est relative puisqu'ils sont tributaires des Américains pour utiliser leur tête nucléaire. Quant aux Allemands, c'est une armée fauchée selon l'expression de ses propres généraux. Elle manque de tout,
300 chars, dont seuls 65% sont opérationnels. Les hélicoptères ne sont utilisables qu'à 40%. L'armée française est la plus importante d'Europe, assume un militaire, la plus complète et la plus opérationnelle. Et même si elle présente des faiblesses, c'est la mieux placée, poursuit-il, pour conduire un éventuel engagement de haute intensité. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant, direction Vannes au procès Le Squarnec. Comment le médecin a-t-il pu violer des enfants pendant 30 ans sans jamais être inquiété? Information Europe 1 dans un instant. Europe 1 matin. 8h07 sur Europe 1, le journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Les témoignages sont glaçants. Hier encore, la cour criminelle du Morbihan a écouté les récits douloureux des victimes présumées de Joël Le Squarnec. Dont celui d'Alexandra, première victime du médecin pédophile. Elle est la nièce de Joël Le Squarnec, violée pendant des années par cet oncle notable au-dessus de tout soupçon. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses questions qui planent sur ce procès. Comment a-t-il pu sévir 30 ans sans jamais être inquiété? La correspondance à Vannes de Sandrine Prioul. Famille mondaine, chirurgien qui donne le change, à qui on demande des conseils médicaux entre deux réceptions au manoir d'El Squarnec. Pendant ce temps, le notable viole déjà les enfants de ses amis et ses jeunes patients. Certains parlent, mais on ne les entend pas, trop jeunes. Impossible venant d'un médecin. Ses débuts pédocriminels ont-ils manqué de discrétion? Le chirurgien par fils a opéré à Vannes, à 350 km de ses premières victimes. Puis il bénéficie de la bienveillance déconcertante de certains établissements en manque de médecins et des conseils départementaux de l'ordre des médecins. Jean-Christophe Boyer, avocat de la partie civile, revient sur la condamnation pour détention d'images pédopornographiques. Loin d'être inquiété, le chirurgien avait continué d'exercer. L'impunité voudrait dire que des gens ont protégé un des leurs. C'est pas ça le sujet. C'est pire que ça. C'est que, intimement, des conseils de l'ordre ont considéré qu'il n'y avait pas à agir lorsqu'il y a eu une première alerte sur une condamnation de détention d'images pédopornographiques. Et l'avocat de mettre en cause les conseils de l'ordre du Morbihan, du Finistère et de Charente-Maritime, successivement peu regardants malgré des alertes aussi graves. Vannes, Sandrine Prioul, Europe 1. Les sports, le football, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Au match aller, le PSG s'était incliné 1-0 après avoir dominé toute sa rencontre avec Liverpool. Les Parisiens vont tenter cette fois d'être plus efficaces, de ne pas être submergés par l'émotion puisqu'ils vont évoluer dans un stade mythique devant des supporters anglais bouillants, Cyril de la Morinerie. Oui, cette fois, le 12e homme sera anglais. Le PSG va évoluer au stade d'Anfield, réputé pour sa fantastique ambiance. D'ailleurs, jamais aucun club français n'a réussi à gagner à Liverpool, mais l'entraîneur parisien Luis Enrique affiche sa confiance. Notre objectif est clair, c'est d'essayer d'être meilleur que l'adversaire, surtout à l'extérieur. Nous avons l'objectif d'avoir le ballon et à partir de là, on verra comment le match évolue. Lors de ce match retour, Liverpool va sans doute hausser son niveau, avoir plus souvent la balle. À Paris d'être beaucoup plus réaliste qu'il y a une semaine, insiste le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. On doit être capable, dans ces matchs-là, de concrétiser toutes ces occasions. Sinon, on n'y arrivera jamais. On dira toujours que c'est deux belles équipes et ils jouent bien. Mais au final, il n'y aura jamais une performance de réaliser. Et les Parisiens ont un joueur capable de gagner un match à lui tout seul. C'est Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé samedi dernier à Rennes. La star continue d'impressionner avec un total de 28 buts inscrits cette saison. Cyril de la Morinerie. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal à suivre à